Salut à tous. 40 drones, lancés dans un silence absolu, rasant la surface du golfe Persique à 150 pieds, assez bas pour se dissimuler, assez rapide pour tuer. Chacun transportait une charge explosive suffisante pour percer l'acier naval renforcé, et chacun d'eux avait disparu avant même que la plupart des habitants de la région aient fini leur thé du matin. 114 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu. Mais avant d'en arriver à la manière dont cela s'est terminé, il faut parler des raisons pour lesquelles cela a commencé, car le comment impressionne, le pourquoi, lui, est terrifiant. Le monde, dans les heures qui ont précédé le décollage de ces drones, ressemblait à ceci. Il était un peu plus de 3h00 du matin, heure locale. Le golfe Persique était sombre et immobile. Quelque part, le long du littoral iranien, dissimulé sous des filets de camouflage et des couches de dénégation diplomatique, une équipe de lancement recevait un signal final de confirmation. Elle se préparait à ce moment depuis des semaines. Le matériel qu'elle utilisait n'était pas le type d'équipement sur lequel l'Iran s'était habituellement appuyé. Il ne s'agissait pas de ces drones rudimentaires, lents et faciles à détecter que les forces régionales avaient déjà employés. C'était autre chose, quelque chose de différent, de plus récent, qui portait les empreintes d'un pays qui, officiellement, n'avait absolument rien à voir avec tout cela. Et au large, à bord d'un destroyer de l'United States Navy, opérant au sein du groupe aéronaval de l'USS Gerald R. Ford, un opérateur radar regardait son écran. Puis, dans l'espace d'un seul souffle, l'écran a changé. Pas un contact, pas 5, pas 10, et 40 signaux individuels sont apparus presque simultanément sur l'affichage. Tous avançaient vite, tous volaient bas, et tous se dirigeaient droit vers des navires américains. Ce qui s'est produit ensuite a constitué l'une des démonstrations les plus remarquables de technologie militaire de l'ère moderne, mais il ne s'agissait pas seulement de ce qui s'est passé ensuite. Il s'agissait de tout ce qui l'avait précédé, de tout ce qui l'avait rendu possible et de tout ce qui, désormais, se déployait discrètement et méthodiquement dans ses conséquences. Car lorsqu'on prend suffisamment de recul, il devient clair que ces 114 secondes n'étaient pas l'histoire. Elles ont été le moment où l'histoire a enfin fait surface. Pour comprendre pourquoi la Russie a fait ce que les agences de renseignement confirment aujourd'hui qu'elle a fait, il faut comprendre ce que représente réellement le détroit d'Ormuz pour le monde. Pas de manière vague comme dans un manuel de géopolitique, mais de manière concrète, tangible, au point d'influencer le prix de tout ce que vous achetez. Le détroit d'Ormuz mesure environ 20 et 1 mile dans sa partie la plus étroite. C'est pas une grande marge quand on sait que entre 17 et 20 et 1 million de barils de pétrole brut y transitent chaque jour. Cela représente environ 1/5 de la consommation quotidienne mondiale de pétrole, acheminée par un corridor si étroit que les navires qui l'empruntent peuvent pratiquement voir le littoral iranien depuis leur pont. Si cette voie maritime est fermée, menacée, ou même simplement perçue comme instable, les conséquences se propagent en quelques heures. Les prix du pétrole grimpent, les primes d'assurance du transport maritime explosent, et des chaînes d'approvisionnement auxquelles la plupart des gens ne pensent jamais comment à plier sous la pression. Et en quelques jours, des familles ordinaires, des gens qui n'ont jamais pensé une seule fois à un écran radar naval ou à un missile rolling airframe, commencent à le ressentir chaque fois qu'ils font le plein de leur voiture ou qu'ils paient leur facture de chauffage. C'est pas abstrait, c'est le mécanisme, et la Russie, qu'on s'y trompe pas, savait exactement ce qu'elle touchait lorsqu'elle a choisi de s'insérer dans cette équation. Pendant des mois avant le matin de l'attaque, les agences de renseignement occidentales avaient suivi quelque chose qui, en apparence, semblait presque banal, des mouvements d'aéronefs, des vols de fret traversant la mer Caspienne, des avions de transport lourds russes Ilyushin Il-76, le type d'appareil capable d'emporter d'énormes charges sur de très longues distances, avait été observé entrant dans l'espace aérien iranien selon un schéma que les analystes jugeaient particulièrement révélateur. Le sens des trajets s'était inversé. Au cours de la période précédente, le flux de matériel militaire entre la Russie et l'Iran allait principalement de l'Iran vers la Russie, les drones Shahed de conception iranienne étant expédiés vers l'ouest pour soutenir la guerre d'usure menée par Moscou en Ukraine. Mais à un moment, cette équation s'est inversée, la Russie renvoyait désormais du matériel. Et ce qu'elle renvoyait n'était pas un cadeau diplomatique,
c'était une amélioration. L'arme en question était une variante du drone Shahed, un 3C développé par la Russie, désigné Geran 2. Et ce qui rendait ce système particulièrement alarmant aux yeux des analystes occidentaux n'était pas simplement son existence, c'était ce qu'on en avait fait. Il ne s'agissait pas de drones iraniens standards repeints à neuf. Les ingénieurs russes avaient repris le modèle d'origine et l'avaient reconstruit à partir des leçons tirées de 2 années d'opérations de combat actives en Ukraine. Récepteurs satellitaires durcis, contre le brouillage, système de guidage amélioré, profil de vol affiné grâce à de véritables données de champ de bataille qu'aucun test en laboratoire ne peut reproduire. L'Iran avait donné à la Russie un modèle, la Russie avait rendu à l'Iran quelque chose de nettement plus dangereux. Le Kremlin a tout nié, comme toujours. Le porte-parole officiel Dmitri Peskov a qualifié ces informations de fabrication, de désinformation destinées à isoler la Russie sur le plan diplomatique. Mais les images satellites ne mentaient pas. Les journaux de vol ne mentaient pas. Et la signature technique des armes qui ont finalement volé vers les navires américains dans l'obscurité du petit matin ne mentirait pas non plus. Alors pourquoi la Russie l'a-t-elle fait ? Pourquoi Moscou prendrait-il le risque d'un tel niveau d'exposition, d'un tel degré d'implication directe dans une attaque armée contre des forces navales des États-Unis, à un moment où l'examen international du comportement militaire russe atteignait déjà des sommets historiques ? La réponse oblige à penser comme pense un stratège du Kremlin. L'objectif central de la Russie au Moyen-Orient n'est pas de détruire des navires américains. Il est d'étirer l'attention américaine, de contraindre Washington à diviser son attention, ses ressources et son capital politique entre plusieurs théâtres simultanés. Chaque heure qu'un groupe aéronaval américain passe à gérer une menace de drone dans le golfe Persique est une heure qui n'est pas consacrée à l'Ukraine. Chaque conversation politique sur l'agression iranienne est une conversation qui n'a pas lieu sur l'agression russe. Les tarifs d'assurance maritime dans la région du golfe Persique ont fortement augmenté. Plusieurs opérateurs commerciaux ont commencé discrètement à détourner des navires par le golfe d'Oman, ajoutant des jours au délai de livraison et des coûts supplémentaires considérables à chaque trajet. Ces coûts ne restent pas silencieusement absorbés dans le bilan d'une compagnie maritime. Ils descendent le long des chaînes d'approvisionnement, atteignent les terminaux de distribution, puis apparaissent quelques semaines plus tard sur les tickets de caisse de gens ordinaires qui voulaient simplement faire le plein et poursuivre leur vie. Une attaque de drone qui a duré moins de 2 minutes a provoqué une secousse économique qui mettra bien plus longtemps à se résorber complètement. Sur le plan militaire, les conséquences sont plus durables et plus importantes que ne peut le montrer n'importe quelle statistique d'engagement isolée. L'introduction des systèmes Geran, 2 améliorés par la Russie, a modifié de façon permanente l'évaluation de la menace pour chaque navire des États-Unis et de leurs alliés opérant dans cette région. Oui, l'ESAM a été vaincu, mais la défaite d'un seul ESAM n'efface pas le transfert technologique sous-jacent. Ce savoir existe dans des documents d'ingénierie, dans l'esprit des techniciens, dans des processus industriels qu'une frappe de bombe planante contre une zone côtière de préparation ne peut pas détruire. Les planificateurs de la défense à Washington et dans les capitales alliées le savent. La réponse stratégique a déjà commencé, accélération des investissements dans la guerre électronique, évolution des architectures de patrouille, approfondissement du partage de renseignements entre les forces navales alliées d'une manière qui va remodeler la surveillance du Golfe pour les années à venir. Et puis il y a le problème russe, car Moscou se retrouve désormais face à une réalité très inconfortable à digérer. Des mois de travail logistique minutieux et méthodique, les vols de transport, les améliorations techniques, le transfert soigneusement orchestré d'un savoir sur les drones éprouvés sur le champ de bataille ont été démantelés en moins de 10 minutes par les opérations de contre-frappe américaines. L'objectif stratégique n'a pas été atteint. L'attention américaine n'a pas été détournée. La présence navale américaine n'a pas été perturbée. Le réseau d'interception a absorbé 40 drones et a répondu avec précision. Et le Kremlin doit maintenant décider de ce que ce résultat signifie pour sa stratégie plus large d'influence par procuration au Moyen-Orient. La Russie va-t-elle recalibrer sa position ou va-t-elle interpréter cela comme un point de données et chercher les failles que l'engagement a révélées ? Cette question n'est pas rhétorique.
Les agences de renseignement américaines surveillent en ce moment même, en temps réel, les mouvements des avions de transport russes pour obtenir la réponse. L'Iran, de son côté, s'est muré dans le silence. Aucune reconnaissance de l'attaque, aucune déclaration des gardiens de la révolution, aucune réponse officielle du gouvernement iranien, de quelque nature que ce soit. Et ce silence est, à bien des égards, plus assourdissant que tout ce qui aurait pu être dit. Les nations qui lancent des opérations qu'elles considèrent comme légitimes ne se taisent pas habituellement après coup. Ce silence dit quelque chose d'important sur la manière dont les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique qui ont ordonné cette opération sont en train d'interpréter ce qui s'est passé sur ce littoral lorsque la contre-frappe est arrivée. Le détroit d'Ormuz reste ouvert aujourd'hui. Les opérations du groupe aéronaval américain dans la région se poursuivent sans interruption, mais les forces qui ont produit ces 40 drones n'ont pas disparu. Les ingénieurs continuent de travailler. Les routes de transport à travers la mer Caspienne continuent d'être surveillées par des satellites jour et nuit. Et les tensions fondamentales qui ont transformé une voie maritime tranquille en zone de combat au petit matin sont toujours là, exactement là où elles se trouvaient avant que le premier contact radar n'apparaisse sur un écran américain. Ce que ces 114 secondes ont réellement révélé, c'est quelque chose qui va façonner la stratégie militaire, la politique énergétique et la compétition entre grandes puissances pour la décennie à venir. L'ère des SM de drones produits en masse comme outil asymétrique décisif a un plafond et le réseau d'interception vient de montrer où se situe ce plafond. Mais les plafonds sont de nouveau testés. Sous d'autres angles, avec d'autres timings, avec d'autres configurations. La question à laquelle les planificateurs de la défense se confrontent réellement en ce moment n'est pas de savoir si le système a fonctionné. Il a clairement fonctionné. La question est de savoir si les adversaires qui l'ont vu fonctionner en tirent les bonnes leçons ou s'ils en tirent d'autres. La Russie a vu un réseau vaincre un essaim. Certains à Moscou en concluront que l'essaim doit être plus vaste. D'autres en concluront qu'il doit être plus intelligent. D'autres encore examineront la composante de guerre électronique et se demanderont ce qui se passerait si le drone emportait son propre système anti-brouillage, suffisamment sophistiqué pour conserver son signal malgré les interférences qui ont vaincu cette génération de matériel de guidage. Ce ne sont pas des préoccupations hypothétiques pour un conflit lointain. Ce sont les conversations qui se tiennent en ce moment même dans des centres d'ingénierie et des salles de planification militaire dans plusieurs pays à la fois à la suite de 114 secondes que le monde entier n'était pas censé voir. La mer reste ouverte, la surveillance continue. Et ce qui viendra ensuite est déjà en train d'être construit quelque part par quelqu'un qui a pris des notes très précises sur tout ce qui vient de se produire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.